Bonjour, hello everybody. Nous allons commencer cette 6e session. Let's go back to the 6th session. I'm sorry, Brenda, because the session will be in French. Well, thank you. Okay, thank you. Écoutez, je suis ravie d'animer cette dernière session et je vous remercie d'être restés vaillamment jusqu'à la fin. Cette dernière session, je voudrais quand même dire quelques mots avant de laisser la parole à nos intervenants, qui se passera aussi sous forme de table ronde, et puis je les présenterai. Je voulais dire que dans le contexte actuel, et notamment aujourd'hui, avec la mobilisation en cours, la tenue de cette session, notamment parce que vous allez le voir, on va quand même se questionner sur le droit des travailleurs étrangers et leur mobilisation et leur défense, notamment au niveau syndical, elle pose plusieurs questions. Et je voulais vous poser 2 éléments avant d'entamer l'échange et la discussion. D'abord, la première des choses, c'est que les différentes mobilisations contre la réforme des retraites posent éminemment la question du travail des étrangers, in fine, même s'il n'y a pas forcément ressorti des différentes mobilisations telles quelles, et notamment leur intégration aux différents systèmes de protection sociale. Et je voudrais ici reprendre cette observation ou ce commentaire fait par la députée Rachel Keke, gréviste des premières heures de la grève des femmes de femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris, entre 2019 et 2021, elle rapporte l'inquiétude de ses collègues quant à cette réforme. Est-ce qu'elles sont concernées, ces femmes qui ont commencé à être déclarées à partir de 40 ans environ? Et en effet, si les 22 mois de grève qu'elles ont endurés furent leur combat, notamment pour être reconnues comme travailleuses, pour la reconnaissance de leur travail, et donc c'est-à-dire d'être des travailleuses qui ont des droits et qui peuvent se défendre, la question se pose quant à leur âge de départ à la retraite. Le deuxième élément que je voudrais mettre aussi en corrélation avec la mobilisation actuelle, c'est notamment de poser cette question de ces travailleurs étrangers avec cette session intitulée « Travailleurs étrangers, des droits et géométrie variable » qui offre de porter le regard sur des situations de travail souvent peu connues du grand public et notamment celles de travailleurs et travailleuses précarisés du fait de leur qualité bien souvent d'étrangers hors Union européenne. Et il semble aujourd'hui que dans un tel contexte, en ce jour de mobilisation contre une réforme qui balaye toute forme de reconnaissance à nos forces de travail, il est des plus impératifs d'évoquer ces travailleurs de l'ombre. J'ajouterai aussi que prochainement sera diffusé en salle, ou peut-être qu'il est déjà disponible sur Arte, un très beau documentaire réalisé par Julia Pasquale, Camille Milran et Émile Dacosta, et coécrit avec un travailleur sans papier qui a été régularisé, Macan Diallo, et qui s'appelle « Premier de corvée ». Je vais m'arrêter là, je vais vous présenter les intervenants et commencer à leur poser mes premières questions. Donc, comme je vous l'ai dit, cette session est organisée sous forme de table ronde et je poserai 3-4 questions à nos intervenants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Casella-Colombo, qui est maître de conférence à l'Université de Grenoble et politiste, Béatrice Mezzini, qui est chercheuse au CNRS, géographe et politiste et membre du Codétras, et je vous laisserai aussi expliquer aussi vos objets d'études en même temps que la première question. Frédéric Descosses, à côté d'elle, qui est chercheur au CNRS, sociologue et aussi membre du collectif Codétras. Jean-Albert Guidou, secrétaire général de l'Union locale de Bobigny de la CGT. Patrice Pétavin, directeur du travail. Et Daniel Véron, qui est sociologue, maître de conférence à l'Université de Caen. Nous avions une autre intervenante, Marilyn Poulain, qui est une ancienne dirigeante syndicale de la CGT et qui a été en charge pendant très longtemps des questions liées au travail des sans-papiers à la CGT, qui s'excuse, mais elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous propose de commencer cette table ronde en vous posant une première question, qui peut peut-être paraître saugrenue, mais j'espère qu'on va pouvoir la dérouler ensemble. C'est comment le droit, et donc ici beaucoup le droit du travail, en tant qu'encadrement législatif de certaines formes migratoires, ou l'absence d'un droit, justement, sert la production, la multiplication de situations d'emploi précaires, précarisées, précarisantes, et reproduit finalement des mécanismes ou des processus de subalternisation, d'exploitation de travailleurs étrangers sur les marchés du travail français. En somme, comment le droit est producteur d'illégalisme de manière très paradoxale. Je vous laisse l'ordre des réponses. On va le dire peut-être 3 minutes par groupe pour les questions. Et puis voilà. Merci. Je vais désigner des groupes. Est-ce que Daniel et Sarah, vous voulez bien commencer? On est parti.
D'abord, grand merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc comme tu nous l'as invité, peut-être juste 2 mots, mais ça ne comptera pas dans les 3 minutes, tu m'acceptes, sur nos objets de travail, puisque tu nous invitais à le faire. Effectivement, donc moi j'ai travaillé, pour aller très vite, sur les questions de travail des migrants sans papier et du travail détaché. Donc je pense que ce sont 2 formes dont on va parler ici. Du coup, voilà, c'était juste petite parenthèse, mais donc je vais directement à ta question. Il me semble qu'il y a peut-être 2 dimensions, disons, qu'on peut pointer du rôle du droit dans la manière dont il participe à la construction du travail migrant, de ces formes de mise au travail des personnes étrangères. Alors, la première des dimensions, je dirais que c'est la logique d'un différentiel de droit. Comment est produit un différentiel de droit qui va fonder ces formes de travail, où le travail migrant est toujours dans une situation où les travailleurs et travailleuses migrantes dans des situations de droit amoindri, de droit moindre. Ça se fait selon au moins 2 logiques, une logique d'infradroit et une logique d'extradroit, on pourrait dire. La première, c'est le travail des sans-papiers, c'est-à-dire le rejet la négation du droit au séjour produit une série de non-accès au droit, notamment dans l'espace du travail en particulier. Donc c'est la figure des sans-papiers. Et puis une logique d'extra-droit, disons, c'est une logique de juxtaposition de régimes juridiques. Et c'est le cas du travail détaché, où une partie de la sphère des droits du travail relève d'autres régimes juridiques. Et donc là, il y a une minoration du droit par juxtaposition des droits. Et donc, toutes ces formes, il y en a probablement d'autres qu'on pourrait évoquer, produisent voilà, ce qu'Emmanuel Terré a appelé la délocalisation sur place. Il y a différentes manières, pour un certain nombre de secteurs, d'utiliser de la main-d'œuvre, voilà, dont le droit est minoré. Donc ça, c'est le premier aspect, disons, du rôle du droit. Et puis, on peut évoquer un deuxième aspect qui serait la manière dont ces formes d'emploi ou de mise au travail produisent les conditions sociales et économiques favorables au non-respect du droit, du coup à son absence. Parce que ces situations, concrètement, favorisent le développement d'illégalisme, de fraude, et qui produisent aussi les conditions sociales d'acceptabilité de ces fraudes, c'est-à-dire avec des mécanismes de disciplinarisation, de mise au travail qui ne permettent pas de dénoncer ces fraudes. Donc on explose les heures maximales de travail hebdomadaire, on ne paye pas les heures sup, on ne respecte pas les conditions de travail, etc. etc. Là-dedans, peut-être pointer un rôle important des intermédiaires, et il y en a de toutes sortes, que ce soit dans des chaînes de sous-traitance, voilà, la sous-traitance en chaîne, ou dans des formes plus informelles, même si le terme, comme ça a été dit tout à l'heure, est à discuter, mais des caporales, des tramitadores, dont on va reparler. Et donc qui sont chargés de prendre en charge aussi ce non-respect du droit et les risques qui sont afférents. Et puis du coup, in fine, ça permet aussi, ça on le voit, aux donneurs d'ordre, ceux qui bénéficient directement ou indirectement du travail migrant, de produire les apparences du formalisme du droit et de ce qu'on appelle la compliance en anglais, c'est-à-dire de montrer patte blanche, disons, dans le respect du droit, parce que justement les fraudes sont externalisées dans les chaînes de sous-traitance ou aux intermédiaires. Voilà un petit peu ce que on pouvait dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui. Alors, peut-être que pour resituer un petit peu d'où on parle, Daniel et moi, juste dire 2 mots du projet de recherche dans lequel on est impliqué avec d'autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui pour parler du projet. Donc, c'est le projet RECO d'État qui a été financé par l'Institut Convergence Migration et qui porte justement sur la question du recours au détachement. Donc, ce statut spécifique qui est régulé par une législation européenne qui existe depuis 1996 et qui a été révisé plusieurs fois depuis. Et donc je pense qu'effectivement l'enjeu de cette table ronde, c'est d'avoir une compréhension des formes d'emploi qui vont minorer les droits des personnes étrangères,
en France, donc le statut ou le non-statut de personnes en situation irrégulière, et puis ce statut de travailleurs détachés, travailleuses détachées. Et donc je pense que l'enjeu de la table ronde, c'est vraiment d'essayer d'articuler ces deux types de statuts, de voir les points communs, les différences qu'on peut voir. Et effectivement, du coup, la manière dont Daniel a commencé à répondre, on voit bien les dynamiques qui peuvent exister par rapport au droit dans ces deux types de statuts, à la fois les sans-papiers, à la fois les détachés. Donc pour dire juste 2 mots des détachés, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde ce que c'est que ce statut, c'est un statut qui permet en fait à une entreprise dans un État membre de l'Union européenne de détacher supposément temporairement une partie de ses salariés dans un autre, pour une mission, pour effectuer une mission de travail dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc c'est un statut qui s'appuie sur la liberté de circulation de la prestation de services, donc des services, et non pas sur la liberté de circulation du travail. Et donc, de ce fait, les personnes vont être rémunérées, mais surtout les prestations sociales, les cotisations sociales vont être versées aux organismes de protection sociale du pays de départ et non pas du pays d'arrivée. Et donc ça, c'est un enjeu central pour bien comprendre ce statut, c'est qu'effectivement, de nombreuses dispositions qui sont relatives qui encadrent l'emploi, qui encadrent ce statut d'emploi, eh bien, vont être déterminées par le pays de départ et non pas par le pays d'arrivée. Et donc c'est une des voies de cette minorisation des droits des travailleurs détachés, des travailleuses détachées. Et donc, comme vous voyez que je vous l'explique, en fait, donc ça repose sur cette liberté de circulation des services, mais ça repose aussi, dans un premier temps, sur la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne, puisque donc c'est ouvert à des ressortissants des États membres qui peuvent, comme vous le savez, tous et toutes, peuvent circuler, peuvent travailler dans un autre État membre. Ce qu'on observe de plus en plus, et on va en parler, je pense, toutes les personnes qui travaillent sur le détachement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc je ne l'ai pas précisé, Recodeta, c'est un travail qui a été lancé avec 2 terrains principaux, un terrain en Île-de-France dans le BTP, dans le bâtiment, et un terrain à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, sur les chantiers navals, donc dans l'industrie. Mais une industrie qui est assez spécifique, qui est très internationalisée, qui est celle de la construction navale. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé plutôt de l'agriculture. Donc, dans ces secteurs-là, eh bien, il y a le développement du détachement. À Saint-Nazaire, là, sur les chantiers, c'est à peu près 1/3 de la masse salariale qui est détachée. Et parmi ces détachés, il y a des ressortissants des États membres, mais il y a aussi des ressortissants d'États tiers. Puisque, en fait, il est possible pour des personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un État membre d'être détachées si elles sont régulières dans le pays de départ. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que je pense que le rapport au droit, pour penser le rapport au droit, et donc oui, aussi, j'arrête pas de faire des petits positionnements, mais moi j'ai plutôt travaillé sur le contrôle frontalier jusqu'à présent, et là je m'intéresse au travail via ce projet sur le détachement. Et donc, je vais principalement parler du détachement, en fait. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question des sans-papiers, donc je vais laisser ça à d'autres. Mais donc, sur le détachement, ce qui est intéressant, et dans la compréhension de ce rapport au droit, il me semble, c'est que, et par rapport à d'autres statuts, justement, d'immigration de travail, c'est que le rapport au droit, ce n'est pas le droit au séjour qui est considéré. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas le droit au séjour qui est régulé. Puisque, comme je l'ai dit, en réalité, c'est pas sur ça que les autorités nationales vont agir. Et ça, on a pu le percevoir très nettement dans le contexte de Saint-Nazaire. Alors, c'est pas forcément peut-être la même chose dans le secteur de l'agriculture, et il faudra peut-être comparer, mais en tout cas, dans le secteur de l'industrie à Saint-Nazaire, ce qu'on a pu constater, c'est que les services préfectoraux n'étaient pas du tout intéressés dans le contrôle de cette immigration de travail spécifique. C'est-à-dire que même pour les personnes qui ne sont pas ressortissants d'États membres, donc pour les ressortissants d'États tiers, qui constituent quand même la plus grande partie d'une surmobilisation des agents préfectoraux pour le contrôle migratoire sur le territoire, eh bien, il n'y a pas de volonté de la préfecture de Loire-Atlantique de s'intéresser finalement à ces ressortissants, de les contrôler. Voilà, il n'y a pas aucun travail qui est engagé pour contrôler cette population. Donc on voit bien que là, le rapport au droit, il ne se situe pas sur la question du séjour, il se situe
sur d'autres sous-branches du droit, qui sont le droit du travail. Donc, comme l'a évoqué Daniel, est-ce qu'on travaille le nombre d'heures légales, etc. Le droit de la protection sociale. Est-ce que les cotisations sont bien payées dans le pays de départ? Et le droit fiscal, tout ce qui relève des prélèvements obligatoires dans l'un et dans d'autres pays. Et donc, juste pour dire un mot sur la question justement de ce rapport au droit, du respect du droit et du non-respect du droit, il me semble, mais d'ailleurs d'autres personnes ici pourront le confirmer, il me semble qu'un des enjeux, c'est que justement ce statut transnational de cette relation d'emploi complique énormément le travail des administrations de contrôle, puisque, comme vous le comprenez bien, comment une administration nationale française peut-elle bien contrôler qu'un sous-traitant des chantiers a bien payé les cotisations sociales dans son pays de départ aux organismes de protection sociale. Donc il y a bien là, dans la question du respect du droit et du non-respect du droit, la question du contrôle va se jouer sur des enjeux transnationaux qui sont très compliqués à mettre en place. Au niveau européen, même s'il y a déjà des premières dynamiques notamment, et j'y reviendrai, la création d'une nouvelle agence européenne en 2019 qui s'appelle ELA, donc European Labour Authority, qui a justement pour ambition d'améliorer la coopération opérationnelle entre les administrations nationales qui contrôlent le travail. Voilà. Merci Sarah. Peut-être que je laisse la parole justement à Béatrice et Frédéric, et puis après la parole à Jean-Albert et à Patrick. Ok, alors nous on va intervenir en tant que membre du Codetras, le collectif de défense des travailleurs agricoles saisonniers. C'est un collectif qui a été fondé il y a à peu près 20 ans dans la région de Marseille et qui est un collectif qui essaye de donner de l'écho aux différentes résistances qui se génèrent dans les vergers et les serres provençales. Donc on a toujours eu le droit comme compagnon de route, on va dire, comme instrument de travail. Et en même temps, on est chercheur et on a travaillé sur toutes ces questions-là depuis différentes années, notamment au sein d'un projet de recherche qui s'appelait FINCA, qui était financé par l'Institut SOMOM ces dernières années. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, aussi qu'on a été amené à coordonner un numéro sur le détachement de la revue Hommes et Migration, dans lequel Sarah Daniel, qu'est-ce que je dis, dans lequel il y avait notamment Sarah Daniel et d'autres collègues qui ont contribué. Voilà. Donc, juste deux idées sur la question du droit, qui sont en fait des constats qu'on fait à partir de notre pratique militante au sein du Codetras. Quelles sont les deux idées qui, moi, me paraissent importantes? D'abord, l'idée de ce que Nicolas de Genova appelait la production légale de l'illégalité, c'est-à-dire le fait de considérer le droit de manière un peu arbrose-poil. La question d'Emeline portait sur la question du droit du travail, et ce qui nous intéresse, nous, donc on travaille principalement sur deux courants de main-d'œuvre étrangère, qui sont les contrats saisonniers OFI, sur lesquels avait porté ma thèse de doctorat, et le travail détaché. Qu'est-ce qu'on remarque avec ces deux catégories-là? C'est que finalement, c'est l'État, c'est le droit en lui-même qui produit la segmentation du marché du travail, et que c'est l'État qui produit les hiérarchies qu'on va retrouver dans les exploitations agricoles. Et c'est assez intéressant de le voir comme ça, c'est-à-dire autant quand on travaille au quotidien sur l'application du droit du travail, l'application des droits sociaux, on a tendance à être un peu dans cette espèce d'a priori normatif qui, à mon avis, est très présent dans l'information juridique, qui serait d'une technique vertueuse en soi, d'un outil, d'une disposition protectrice, en fait, qui suffirait d'activer. Et donc, du coup, le problème, ce serait le manque d'activation de ce droit, le manque d'accès à ce droit, et donc l'ineffectivité du droit. Et justement, si je prends le cas des saisonniers OFI et des déplacés, on voit que c'est bien le droit et l'État, par le privilège qu'il a de définir qui est national et qui ne l'est pas, qui a par le privilège qu'il a de définir qui est citoyen de plein droit et qui est étranger et donc salarié avec des droits de seconde zone, qui crée ces différences entre salariés, qui crée donc les différentes modalités à partir de laquelle les travailleurs auront ou non accès à des dispositions protectrices de droit du travail ou de droit social en général.
Deuxième élément, c'est l'extraterritorialité de ce droit. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez spécifique au secteur agricole, même pas que, Sarah vient de le dire à propos du cas de la construction navale ou d'autres secteurs qu'on retrouve dans le détachement. Le cas des saisonniers office, c'est un peu ça. C'est-à-dire quand vous signez un contrat saisonnier, vous signez en même temps, vous maintenez votre résidence habituelle dans votre pays d'origine. Et donc en fait, la période de temps que vous allez passer sur le territoire français, c'est comme si ça ne produisait pas de droit en soi. Ça ne produit pas d'ancienneté migratoire, ça ne produit pas de droit à obtenir après des droits sociaux. Et on voit que le fait d'être maintenu dans un système dans lequel on maintient sa résidence habituelle hors de France va avoir un impact décisif après sur la capacité des salariés à obtenir un certain nombre de droits sociaux. Le détachement, c'est un peu la même chose. Le détachement, c'est ce que disait Sarah à l'instant, c'est-à-dire cette fiction juridique par laquelle un État a la possibilité de maintenir son siège social à l'étranger et à demander l'application d'un certain nombre de dispositions. Il faut enlever à ça le socle des droits minimaux, etc. Mais c'est-à-dire ça revient à déconnecter en fait le droit de l'espace territorial d'application dans lequel il est produit. Et donc, c'est en fait ces montages spécifiques du droit que nous, on rencontre dans le secteur agricole et qui me paraissait intéressant ici de souligner. Je laisse la parole à Béatrice. Mais juste pour finir, peut-être de compléter, puisqu'on parle du noyau dur, alors effectivement, ces travailleurs détachés, ils sont protégés par la directive de 96 qui prévoit une égalité de traitement, qui prévoit le versement des congés payés, la sécurité et la santé, l'hygiène au travail. Enfin, il y a tout un ensemble de droits qui ont été protégés en 1996, qui ont échoué. Donc il y a eu derrière une directive d'exécution en 2014 pour contribuer encore à renforcer un peu plus ces droits. Et enfin la directive de 2018, là aussi qui revient sur ces questions d'obligation d'égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les ressortissants nationaux. Mais on voit au fond que la législation, et y compris la législation française, passe son temps à courir derrière les illégalismes, et notamment dans le secteur agricole. Je pense à la loi de 2014 qui vise à lutter contre la concurrence sociale déloyale et qui impose une obligation de vigilance et de responsabilité solidaire aussi des entreprises utilisatrices. On peut penser aussi à la loi de 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social avec l'obligation de déclarer les accidents du travail. Donc des lois qui sont obligées à chaque fois de rappeler ce noyau dur de droit. Ou encore celle de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui stipule, enfin qui précise les conditions auxquelles peut être qualifié le travail dissimulé, notamment par dissimulation d'activité, parce qu'il y a des mécanismes en fait très puissants d'illégalité, à la fois dans les pays de mise à disposition, ici la France pour le secteur agricole, mais aussi dans les pays dits de premier accueil, en l'occurrence l'Espagne, puisque là aussi, on a une inégalité qui est complètement structurelle entre les ressortissants nationaux et les ressortissants étrangers, notamment avec une minoration de toutes les heures travaillées en France, qui les laisse en dessous des droits au chômage là-bas en Espagne. Et donc, on voit comment se cumulent, au fond, les infractions à la fois dans les pays de destination, qui sont les pays de mise à disposition, et les pays d'accueil, avec un éclatement, on pourrait dire aussi, de nos 3 générations de droits, puisque les droits civils et politiques sont laissés dans les pays d'origine. Les droits sociaux, au fond, seraient acquis dans les pays de premier accueil, et les droits économiques seraient partagés, en fait, entre les pays d'embauche dans les pays de premier accueil et les pays de mise à disposition. Et là aussi, c'est un éclatement de ces 3 générations de droits qui est extrêmement préjudiciable et qui permet qu'on soit dans l'infradroit, au fond, dans ces 2 pays. Merci Béatrice. Est-ce que, Patrice, vous voulez répondre? Oui, j'ai pas mal d'observations à apporter. Donc d'abord, d'où je parle. J'ai été longtemps inspecteur du travail pendant une quinzaine d'années en Île-de-France. Je suis aujourd'hui directeur du travail, responsable de l'inspection du travail de Paris, un gros morceau. Bientôt en retraite, si vous voulez tout savoir. Et donc, j'ai plusieurs remarques par rapport à ce qui a été dit là. Depuis l'arrêt de l'immigration en 1974, on est dans un paradoxe incroyable. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur la liberté de circulation, mais une liberté qui est particulièrement entravée, notamment à l'encontre des travailleurs migrants, quel que soit leur statut.
D'autre part, vous parliez tout à l'heure d'une source, comme vous avez dit, d'une sous-branche du droit. Le droit du travail, ce n'est pas une sous-branche du droit. Simplement, il peut entrer en contradiction avec le droit au séjour. Donc, le cœur du débat, c'est celui-ci. Il y a d'un côté le droit au séjour, qui est une approche des politiques d'immigration, et qui, elle, est réglementée de façon spécifique, et qui est mise en œuvre spécifiquement par les préfectures, des fois avec des sujets de tension, et d'autre part, un droit du travail qui est porté par le ministère du Travail et qui défend l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, sur la base d'un principe d'égalité. A priori, donc, dans le droit du travail, tout travailleur est réputé en situation d'égalité par rapport aux autres, quel que soit son statut. C'était important de le rappeler quand même. D'ailleurs, il m'était arrivé de faire une intervention, en l'occurrence à Bamako, sur les politiques migratoires et la contradiction qu'il y avait entre les deux approches. Et bien voilà, c'est ce que je voulais dire. D'autre part, sur ce que vous avez dit sur les différentes sortes de statuts. On en a, et là, effectivement, on s'aperçoit que le droit français segmente le droit des migrants en général, puisque par définition, il n'y a pas le droit à circulation pour tous, hein, à la régularisation de tous sans limite, c'est un vœu porté parfois, mais qui est particulièrement pieux, en tout cas aujourd'hui. Donc il y a bien une distinction entre les travailleurs saisonniers, qui sont censés être dans l'agriculture en saison et retourner chez eux ensuite, et donc ne pas forcément cumuler les droits auxquels ils seraient éligibles au nom du principe précédent. Les travailleurs sans papier, évidemment, mais je considérerais que, et nous considérons au ministère du Travail que les travailleurs sans papier sont des victimes et ne sont pas en infraction, alors que du point de vue de la législation, la politique d'immigration, ce sont des personnes en infraction, et que donc la solution, c'est l'OQTF. Hein. Donc, question des travailleurs sans papier, du détachement, en effet, depuis la directive Bolkestein, je crois, qui a été un peu améliorée, etc. Le principe de la liberté de circulation et d'installation est réglementé par cette directive, qui prévoit, je précise, deux choses. Et là, c'est un droit du travail qui est découpé en morceaux. D'une part, la préservation pour ces travailleurs-là du noyau dur du Code du travail, dont vous en parliez tout à l'heure sur la rémunération, la convention collective, la santé et sécurité au travail, et qu'en revanche, et deuxième aspect, et là c'est plutôt l'aspect économique, le détachement est par définition temporaire. Alors je ne sais plus quelle est la durée, si c'est 24 mois au maximum. Et de fait, on a deux situations d'infraction que nous constatons. La première, c'est les atteintes au noyau dur du Code du travail, donc des travailleurs tunisiens dans les SS2I par exemple, qui sont indemnisés pour leur déplacement et qui gagnent 600 € par mois, d'une part, donc là le noyau dur n'est pas respecté, et d'autre part, des gens qui sont détachés en permanence, donc ça c'est la fraude à l'établissement. C'est-à-dire qu'en fait, sous couvert de détachement, des entreprises sans respecter la totalité du droit du travail français sont installées en permanence dans le bâtiment, dans le SS2I, etc. Enfin, une autre spécificité du droit du travail français, mais là encore, le travailleur n'est pas considéré comme en infraction, c'est celui qui est titulaire d'une autorisation de travail. C'est-à-dire qu'on sélectionne, et ça va être encore le cas, mais de façon différenciée dans le projet de loi qui est en cours de discussion, puisque là, théoriquement, si le projet est porté jusqu'à son terme, ce n'est plus l'employeur qui décidera de « je prends un tel ou pas selon mes besoins de main-d'œuvre », mais ça sera la liste, la fameuse liste des métiers en tension, et qui ouvrira de plein droit une carte de séjour temporaire. Pour autant, le salarié non titulaire d'une autorisation de travail ne peut pas être occupé par son employeur. Mais c'est l'employeur qui est en infraction, ce n'est pas le salarié en question. Voilà donc trois situations. On reparlera après des travailleurs sans papier, ce qui a été conduit de façon magistrale sur certains secteurs d'activité. Vous parliez tout à l'heure de l'hôtel Ibis Batignolles. J'ai été conduit à négocier d'ailleurs la fin du conflit et son issue. Mais il y a aussi les coiffeuses du 57 boulevard Strasbourg. Il y a eu plus récemment l'affaire des Ukrainiennes, où là on a des situations de traite des êtres humains sur lesquelles le ministère du Travail et les collègues Inspection du Travail travaillent énormément. Une entreprise de domiciliation qui, en contrepartie d'avantages prétendus de protection sur le droit au séjour précisément, domicilie ces personnes, 10 000 personnes domiciliées, 2 ans d'emprisonnement, interdiction définitive d'exercer pour le président de l'association. Donc, on a des contreparties que l'on peut mettre en œuvre, et c'est un peu ça la mission principale qui va en se développant, même si
Dans l'histoire de l'inspection du travail, c'est un sujet qui a été assez peu abordé, et c'est seulement depuis quelques dizaines d'années que ce sujet-là est travaillé en tant que tel, et on peut observer de nets progrès sur l'appropriation de ces questions-là, c'est-à-dire l'articulation droit au travail et droit au séjour. Et en complétant, je voulais aussi mentionner que les relations dans nos interventions avec les préfectures peuvent faire difficulté. Et là, c'est un aspect particulier de la dégradation des droits des migrants. Les préfectures traitent la question de manière très différenciée. On n'est pas dans la même culture de la question. Donc à chaque fois qu'une intervention nécessite le recours aux forces de police, à l'Office central de lutte contre le travail illégal, on est obligé de clarifier très nettement dès le départ les conditions de l'intervention. C'est-à-dire, on n'intervient que si on considère tous ensemble, tous services confondus, que les travailleurs que l'on va trouver en situation de séjour irrégulier et donc non autorisés à travailler par l'employeur sont des victimes. Donc ça, c'est une question préalable à toute intervention avec les services de police. Mais ce n'est pas toujours garanti. On a vu que lors de la grève des sans-papiers intérimaires en Île-de-France, il y avait 160 travailleurs concernés sur 4 ou 5 départements. J'étais à ce moment-là en charge d'ailleurs de la coordination entre les services préfectoraux et les nôtres. Il y avait des préfectures qui n'étaient pas dans cette approche-là, manifestement, et qui freinaient. Mais on arrive à gagner du terrain et à imposer ces règles de principe qui sont fondamentalement celles du Code du travail, qui n'est pas une sous-branche du droit. Merci. Oui, et puis bon, je pense que vous abordez une question sur laquelle on reviendra. Jean-Albert, je vous donne la parole. Et vraiment, pour recontextualiser, l'idée c'est de montrer là comment le droit du travail favorise paradoxalement des situations d'exploitation. Et après, on verra justement à rebours. D'accord. Donc, ce que tu viens de dire me paraît totalement essentiel. Il y a quelques dates dans ces dernières décennies qui sont très importantes. En effet, 1973-1974, l'arrêt de l'immigration travail, décidé à l'époque par la grande majorité des forces politiques et aussi avec un silence relatif des organisations syndicales. Et 2008, je fais plus large possible, l'arrivée donc des premières grèves coordonnées, même s'il y a eu des conflits dans les années 80, quelques-uns, mais la figure du travailleur sans papier qui apparaît. Entre les deux, et encore aujourd'hui, il y avait une invisibilité totale. Une invisibilité totale qui, pour le chiffre actuellement, je reste sur la question des travailleurs sans papier, 5 à 700 000 travailleurs sans papier aujourd'hui dans ce pays, principalement dans 5 ou 6 branches d'activité. Et en région parisienne, les pourcentages dans certaines branches peuvent monter entre 30 et 50%, voire davantage. Donc il y a une hypocrisie absolue de la part de l'État, de la société, quand elle et bien évidemment des patrons. C'est la réalité que nous connaissons, ou en tout cas qui a commencé à bouger à partir de 2008, puisqu'avant c'était bien tranquille. La question des sans-papiers ou des clandestins, si on prenait le langage de la droite ou de l'extrême droite, faisait que, de toute façon, la réalité de ce que faisaient ces personnes n'intéressait pas grand monde. À partir du moment donc où ces grèves débutent, donc à peu près 10 000 grévistes entre 2008 et 2010, en effet, le problème est posé frontalement. Et là, que voit-on? On voit en effet, comme tu le rappelais, qu'il y a 2 droits. Il y a le droit des étrangers et le droit du travail. Le seul problème dans notre pays, et ça ne va qu'en s'accentuant, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur l'emporte sur tous les autres ministères, même sur le ministère des Finances. Alors comprenez bien que le ministère du Travail, ça ne compte pas pour grand-chose. Donc, malgré tout, les choses ont pu quand même bouger. Et j'en voudrais pour preuve aujourd'hui, puisque là je suis en tant que militant syndical, mais nous faisons appel beaucoup aussi dans certaines situations aux inspecteurs du travail
il y a 15 ans, un inspecteur du travail ne se serait, pour l'essentiel, ne serait jamais intervenu sur des situations où la présence de travailleurs étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui, ils le font. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire pour une raison principale, c'est que la lutte des travailleurs sans papier a fait céder une partie de l'État et on a aujourd'hui le soutien d'une majorité de la population. Aujourd'hui, auparavant, un inspecteur du travail, quand il se retrouvait confronté souvent avec d'autres services comme la police à intervenir, évidemment ne voulait pas aller contrôler l'identité. Je vais vous donner quelques exemples, puisque dernier, chantier des Jeux Olympiques. Donc sur le chantier des Jeux Olympiques, 3 groupes de travailleurs sont venus nous voir, et comme les fraudes sont de plus en plus sophistiquées, vous avez bien évidemment les donneurs d'ordre que tout le monde connaît, c'est les grandes entreprises françaises, et pour différentes raisons décident, pour les travailleurs les moins qualifiés, ils ne sont jamais partie prenante, ils ne font pas partie des effectifs, donc ils sont soit intérimaires, soit dans des entreprises de travail, dans des entreprises sous-traitantes. Aujourd'hui, le type de fraude que nous rencontrons, c'est que nous nous trouvons face à des réseaux au niveau de la sous-traitance. Des gens peuvent travailler comme en situation irrégulière, travail dissimulé, et payer, avoir toujours en réalité le même patron réel, mais payé par une dizaine d'entreprises différentes. Comme ça, s'il y en a une qui tombe, les autres persistent et le système fonctionne avec la bénédiction des donneurs d'ordre que vous connaissez. La subtilité va plus loin. C'est que même s'il s'agit de travail détaché, de travail dissimulé, les patrons vont exiger de la part des salariés qu'ils leur présentent le titre d'une autre personne. C'est-à-dire, et donc là, vous vous retrouvez dans un maquis qui est épouvantable pour permettre que les droits des travailleurs soient rétablis. Droit au niveau du code par rapport au code du travail ou la convention collective, mais aussi de la régularisation, c'est-à-dire d'obtenir un titre de séjour. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons besoin de l'intervention de l'inspection du travail. Sans elle, le travailleur, ce serait sa parole contre celui du patron ou contre celui du donneur d'ordre. Donc en effet, il n'y aurait pas de solution. C'est un élément qui est pour nous est quand même essentiel. L'autre difficulté, c'est que comme il y a la prépondérance du droit du séjour sur le droit du travail, il y a quand même une contradiction dans le Code du travail. C'est que toute personne en situation irrégulière, le patron peut le licencier et doit le licencier. Et contradiction supplémentaire, mais ça c'est de notre fait et de l'effet des travailleurs, c'est qu'en 2012 intervient donc une circulaire, dite circulaire Valls, qui n'a aucun mérite, si ce n'est un seul, celui de reconnaître que des étrangers en situation irrégulière travaillent dans ce pays. Parce que pour le reste, en effet, la circulaire laisse au patron un pouvoir exorbitant, celui de participer ou de ne pas participer à la régularisation de la personne, et un deuxième pouvoir totalement exorbitant, c'est de laisser au préfet le soin de l'appliquer. Et quand on connaît la situation aujourd'hui, chaque préfet interprète la circulaire comme il l'entend, et l'unité, entre guillemets, du pays qui est souvent vantée n'existe pas dès qu'il s'agit des étrangers. Donc voilà la situation globalement. Des choses bougent, le droit bouge, mais la seule manière, en tout cas, c'est les conclusions que nous avions avant, mais encore davantage aujourd'hui,
Si nous voulons faire bouger les choses, nous ne pouvons pas nous appuyer sur le droit, ou très peu, mais il s'agit pour nous de construire du droit. Et donc c'est par le rapport de force, par les grèves, par les différentes actions qui sont menées, que la situation des travailleurs étrangers dans ce pays peut se modifier et qu'on quitte cette situation totalement hypocrite de l'invisibilité qui permet toutes les surexploitations. Merci Jean-Albert. Merci pour vos réponses. Effectivement, l'idée c'est bien de cette table ronde et en fait on travaille avec deux figures de l'étranger que représentent les collègues ici présents, donc celle du travailleur détaché et celle de l'autre côté du travailleur sans papier. L'idée de cette première question était de lancer le débat et surtout de montrer, plus ou moins, qu'il y a en fait d'une certaine manière un droit du travail au sens large, très très large, qui comprend toutes sortes de contrats, toutes sortes de formes d'emploi qui permettent justement des situations d'exploitation parce que de plus en plus fines, de plus en plus détaillées, de plus en plus tarabiscotées, etc. Et que cette forme du droit finalement du travail, pour l'appeler comme ça rapidement, elle génère toute forme d'illégalisme, toute forme de situation d'illégalité, mais encadrée paradoxalement par le droit. Et en fait, la deuxième question que je vous pose, et vous y avez répondu en partie Jean-Albert et Patrice, c'est comment à rebours, justement, le droit du travail, parce qu'il offre encore quelques protections, à ne pas s'y méprendre, est un outil de mobilisation, de lutte, justement, pour ces travailleurs étrangers, et notamment là sur la question du séjour, qui va permettre, voilà, je vous laisse me répondre et puis ensuite, je pense qu'on passera à la discussion un peu plus large. Patrice, je vous laisse répondre. Oui, je vais. Alors juste, bon, le Codétras est né en 2003. Le Codétras est né en 2003 puisque tous ces travailleurs maghrébins qui venaient avec les contrats OFII étaient systématiquement aussi maintenus dans un infradroit avec des heures supplémentaires non payées, avec des hébergements indignes, etc. Je rappelle qu'à l'époque, la situation était extrêmement tendue puisqu'on parle aussi des inspecteurs du travail. Rappelons quand même qu'en 2004, 2 inspecteurs du travail à Saucignac se sont fait tuer, Sylvie Trémouille et Daniel Buffière, qui sont décédés lors d'un contrôle en agriculture. Donc la situation était vraiment très difficile et en fait, tout le combat du Codétras a été de montrer que ces travailleurs n'étaient pas des travailleurs saisonniers temporaires, mais que c'était des travailleurs permanents qui étaient sous couvert d'un statut de contrat OFII, c'est-à-dire de contrat à durée maximale de 6 mois, étaient maintenus en réalité 8 mois sur le territoire national et pour certains depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on a pu, avec le collectif, et grand merci, enfin avec toutes les associations aussi qui étaient rentrées à l'intérieur de ce collectif, et c'est ce qui lui a permis de vivre, des associations de défense des droits de l'homme, des associations citoyennes, des syndicats, voilà. Et c'est ce qui a permis aussi de faire la reconstitution de 1100 carrières de saisonniers agricoles, et ce qui a montré effectivement que c'était devenu des travailleurs permanents des exploitations agricoles, exactement ce qui est le cas du détachement aussi aujourd'hui, puisque sur un même poste, les travailleurs aujourd'hui en mission, les travailleurs détachés, se renouvellent à l'infini chaque année sur les mêmes postes. Je voulais dire aussi qu'en dessous du droit du travail, les infractions sont multiples concernant les droits à la santé, les droits à l'hébergement, les droits au logement, qui sont en fait liés aussi au droit du travail dû à ces travailleurs en situation régulière ou irrégulière en France, mais néanmoins des droits qui sont dus. Alors ça, c'est pour la lutte pour le Codétras. Ça a conduit finalement à un rapport qui a été envoyé à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui est l'actuel défenseur des droits, lequel a reconnu aux discriminations indirectes systémiques envers ces travailleurs saisonniers maghrébins qui étaient maintenus par une fiction de l'égalité sous un statut de saisonnier temporaire, alors même que c'était des permanents et qu'ils avaient droit à une carte de séjour et de résidence en France. Donc ça a été le combat du Codétras. Aujourd'hui, ce combat, il est toujours en cours avec le Codétras, mais il s'est élargi, il est passé des contrats OFII, puisque sur les exploitations, on a cette juxtaposition, ces strates à la fois de détachés, de contrats OFII et de sans-papiers. Donc il embrasse aussi l'ensemble de ces statuts. Et il s'est élargi aussi par des permanences que l'on tient depuis 1 an et demi dans la zone de Beaucaire, qui est une zone à la confluence du département des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse,
avec des bassins d'emploi, un bassin d'emploi agricole majeur, ou avec la permanence des Derechos Sin Fronteras. Il s'agit aussi de résoudre tous les problèmes d'inaccès au droit pour assurer son effectivité. Et c'est aussi comme ça, alors là je suis bien d'accord avec vous aussi, de dire que c'est en agissant le droit par le droit qu'on permet aussi de l'effectivité et la reconnaissance de ces droits garantis. Monsieur Paco n'est pas là, mais enfin il a publié au moment de la pandémie un beau papier aussi en rappelant que ces travailleurs de l'ombre, invisibles, étaient tous ceux qui tenaient la première ligne de l'alimentation et qu'ils ont été laissés sans aucune protection pendant la pandémie, avec les clusters qu'on a connus, etc. D'où l'idée de renforcer quand même le droit par le droit et de mener les luttes sur le terrain au plus près des travailleurs. Juste pour compléter, je crois que ça va dans le sens un peu de ce qu'ont dit les collègues syndiqués, c'est que le droit du travail, il ne s'applique pas tout seul, quoi, et que ouais, syndicat, je ne sais pas si tu te présentes comme ça. Ce que je veux dire, c'est que dans le secteur agricole, il y a une particularité, c'est que le syndicalisme est largement absent, quoi. On a beaucoup de mal à trouver des relais au niveau de l'organisation syndicale, et au niveau du code des traces, on se retrouve du coup beaucoup à mobiliser le droit du travail a posteriori, c'est-à-dire dans le cadre de procès, à accompagner des salariés, etc. Et c'est à la fois bien et pas bien, pour être un peu binaire. C'est bien parce que des fois ça permet aux gens d'être établis dans leurs droits, et en même temps ça fait rentrer les salariés dans une espèce de tunnel le temps juridique en fait, c'est-à-dire des salariés qui pendant 5 ans, 10 ans vont être en attente d'une décision favorable. Mais du coup, on a très peu de capacité à utiliser le droit du travail en amont et vraiment à mobiliser le droit du travail dans une logique de prévention, dans une logique d'établissement d'un rapport de force avant le licenciement du travailleur, enfin voilà. Donc il y a cet élément qui me paraissait important à souligner. On m'entend ? Oui, une précision là-dessus sur comment faire pour se servir du droit pour que ça soit une production effective. Ben, le droit, ce n'est pas les sociologues qui sont ici qui me diront le contraire, c'est l'effectivité du droit, c'est une construction sociale, d'accord ? Donc, il faut qu'il y ait plusieurs ingrédients pour que ça fonctionne. Que ça fonctionne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aboutit à une régularisation, qu'on aboutit à considérer les travailleurs comme des victimes et à leur donner accès aux droits, etc. Donc c'est ce que nous avons fait, notamment avec la CGT, mais dans d'autres régions, c'est avec d'autres syndicats, avec le CCEM. Et c'est à cette condition-là que les travailleurs peuvent être considérés comme victimes et peuvent accéder à leurs droits. Donc les exemples dont je parlais très rapidement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a obtenu, grâce à une coopération, chacun dans son rôle, entre un syndicat en l'occurrence, ou le CCEM, ou les deux, et puis l'action d'inspection du travail, qu'on a abouti à la fois par le pouvoir de sanction et de contrainte de l'inspection du travail et le pouvoir d'enquête, d'autre part par la mise en mouvement et en lien collectif des syndicats avec les travailleurs concernés, qu'on a réussi à faire émerger les situations. Ça a été jusqu'à, je reprends un autre exemple, le chantier de la rue de Breteuil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était un restaurant. Il y avait de nombreux travailleurs qui étaient exploités dans des conditions abominables, sans papier, soumis à des risques graves d'accident du travail. Le Conseil des prud'hommes a condamné l'employeur au titre, outre les condamnations pénales par ailleurs, et la régularisation des travailleurs, a considéré qu'il y avait une discrimination systémique en raison de l'origine des travailleurs, en l'occurrence des travailleurs maliens qui avaient été pris parce que vulnérables par définition, etc. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc il y a des situations, alors elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont exemplaires. Elles méritent d'être connues, diffusées, etc. Et où là, il est indispensable de faire ce lien-là, chacun dans son rôle, pour que les droits se convertissent en effectivité. Ça veut dire qu'aussi, il faut poser des conditions. C'est-à-dire que quand on fait des interventions avec les services de police, parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut verrouiller les situations, il faut faire en sorte que les travailleurs hébergés de façon indigne, etc., ou occupés, ne puissent pas s'en aller au motif qu'ils ont peur d'être en OQTF, etc. On doit garantir, via les services de police, le fait que la situation soit figée. Ensuite, on doit faire comprendre aux services de police que la question n'est pas de traduire tout ça par des OQTF pour les salariés qu'on a trouvés en séjour irrégulier,
Deuxième condition à réunir. Troisième condition, faire en sorte que la régularisation de ces sans-papiers soit ouverte. Donc ça, c'est le travail d'associations, de syndicats qui accompagnent les dossiers en préfecture. On l'a fait énormément sur des grands dossiers avec Marilyn Poulain, pour ne pas la citer. Voilà 3 conditions qu'il faut absolument réunir pour que l'accès au droit soit effectif, sans pour autant violer aucun texte. Je veux juste ajouter que, par exemple, quand il s'agit un peu de forcer la main de la préfecture ou de bien expliquer quels sont les droits, il a fallu expliquer parfois que le travailleur sans papier victime de traite des êtres humains, s'il portait plainte, avait de fait, par la loi, droit à la régularisation. Donc ça, par exemple, c'est un élément du droit existant qui mérite d'être non seulement connu, mais aussi utilisé par les acteurs en cause, y compris par les préfets de police. Voilà. Juste peut-être rajouter une chose. Je crois qu'il y a, sur cette question-là, par rapport aux organisations syndicales, je parlerai de la mienne, puisque c'est celle que je connais le mieux, je crois qu'il y a plusieurs situations. Puisque là, je laisse le côté Seine-Saint-Denis pour revenir sur le collectif confédéral migrant dont je fais partie. La situation, donc, on travaille évidemment avec l'ensemble de nos structures, de nos organisations à l'échelle nationale, aussi bien sur les travailleurs sans papier, travailleurs saisonniers et travailleurs détachés. Comprenez que la situation, je vais prendre un exemple dans les Landes, de travailleurs qui étaient envoyés sur les élevages de canards en pleine nuit, qui ne travaillaient que la nuit. En termes d'organisation de réponse, c'est d'une grande complexité déjà pour l'organisation syndicale, ça l'est tout autant pour l'inspection du travail. Parce que pour avoir un suivi, et nous n'intervenons en général, bien évidemment, que lorsque le salarié ou les salariés ont été victimes de différentes situations. Dans le cas de ce travailleur, entre autres choses, un accident grave parce que faisant 16 heures par nuit, entre la nuit et le jour, au bout d'un moment il a craqué, une paye qui devait tourner à 3 à 4 euros de l'heure, intervenant sur les canards pendant les périodes de grippe aviaire, alors que officiellement tout était fermé, et menacé aussi, mis dans un chenil avec des gros chiens pour le calmer. Voilà le style. Bon, c'est beaucoup plus difficile déjà qu'en région parisienne. Je vous prends juste aussi un exemple, puisque là, on en discutait avec des camarades de Bretagne. Quand vous avez des structures de proximité que sont nos unions locales, dans des villes moyennes, petites, de bourgs agricoles, le problème, c'est que tout le monde se connaît. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous faire l'agriculteur, et à juste titre du coin, qui est un exploiteur épouvantable, les répercussions, elles sont tout de suite là. Parce que les gens vivent ensemble. Alors, on y réfléchit, pourquoi pas, à mettre des équipes un peu volantes. Mais c'est les réflexions que nous avons actuellement. La deuxième chose, et la dernière, c'est que très souvent, on réfléchit en effet par le droit. Comment je vais pouvoir participer à réparer un préjudice dont le travailleur a été victime? Donc en particulier, tout ce qui est procédure prud'homme. Je pense que là, nous devons, enfin c'est ce que nous essayons de faire en particulier avec toute l'expérience et la pratique avec nos camarades travailleurs sans papier, ce n'est pas forcément que par le droit. Il y a d'autres formes pour récupérer ce qui est dû que de faire appel aux structures de justice. Il y a des formes plus directes, concrètement. Concrètement, s'il faut, c'est déjà arrivé, on a fait payer les salaires par le donneur d'ordre avant d'aller sur les procédures prud'homme. C'est-à-dire qu'on les fait payer une fois et demie, quoi. Bon, voilà. Par contre, vous avez les situations inverses. Situation de l'été dernier,
La préfecture de Seine-Saint-Denis réquisitionne en 2020 un hôtel pour en faire un hébergement d'urgence, l'hôtel Ibis de Bagnolet, confie la gestion à l'association Coalia, qui est le bras de l'État, et Coalia sous-traite le travail à une société classique, enfin la sous-traitance classique. Bon, là, il s'agit évidemment, celle-ci oublie de déclarer les gens, bien évidemment, ils sont sans papier, et les 5 derniers mois, ils n'étaient même pas payés, et ils cumulaient un nombre d'heures, puisque c'était des vacations de 12 heures par jour. Voilà. Il y avait donc plusieurs problèmes. Donc la régularisation, nous l'avons gagnée. Là, les gens sont embauchés en direct maintenant chez Coalia. Et nous venons d'obtenir au niveau du jugement des prud'hommes 15 000 € pour la période où les salaires n'étaient pas payés par salarié. Par contre, ce qui est un véritable scandale, c'est qu'en juillet dernier, quand nous avions demandé une réunion tripartite, et toutes les parties étaient prêtes à y aller, c'est-à-dire Coalia, le sous-traitant et le syndicat avec les travailleurs, sous l'égide de la direction du travail de Seine-Saint-Denis, c'est la préfecture de Seine-Saint-Denis qui a interdit à la direction du travail que cette réunion, donc simplement pour que les salaires soient payés, se tienne. Donc voilà aussi des réalités telles qu'elles se passent quotidiennement. Je pense que les quelques éléments pour compléter, ça va un peu dans le sens de ce que tu disais, Jean-Albert. Peut-être parler justement, bon, c'est un vaste débat aussi au sein de l'univers syndical, bien au-delà des questions de travail migrant, sur la place du juridique et des stratégies d'utilisation du droit dans l'action syndicale versus des logiques plus conflictuelles, mais du coup qui se déploient de manière assez forte sur cette question spécifique. Et pour donner quelques exemples du coup de stratégies de diverses stratégies qui ont pu émailler, plutôt je vais parler du travail détaché là-dessus. Il y a notamment une stratégie qui a fortement marqué, pour le coup c'est l'union locale CGT de Saint-Nazaire, d'où c'est parti, mais qui, je pense, a marqué aussi les stratégies de toute l'organisation au futur. Ils ont essayé, donc les chantiers navals de Saint-Nazaire ont été, pour reprendre l'expression d'un camarade, une rampe de lancement du travail détaché en France. Et au début des années 2000, vraiment, c'était... pour prendre une autre expression du lieu, le Far West du détachement. Et donc ils ont tenté une stratégie de poursuite des chantiers, donc poursuite du donneur d'ordre, à partir de... Donc là, il y avait eu un gros contrôle de l'inspection du travail, donc ça s'est fait en collaboration. Donc c'est il y avait 127 entreprises contrôlées, un énorme PV qui a servi de base à un procès. Et donc il y a eu un procès, puis procès en appel, puis c'est monté jusqu'à la Cour de cassation où finalement la mise en cause du donneur d'ordre, enfin le choix stratégique a été fait d'essayer d'attaquer le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre finit donc relaxé et précisément la stratégie d'attaquer en fait le cœur du système, disons le bénéficiaire premier, plutôt que chaque petite entreprise à une échelle bien moindre, a en fait échoué. Et donc c'est aussi énormément d'énergie, énormément aussi de finances qui sont passées dans ces stratégies. Et en fait, vous avez la ville de Saint-Nazaire est particulièrement exemplaire de ça, puisque tout tourne un petit peu autour des chantiers. Il y a énormément, une part importante de l'activité de l'union locale tourne autour de cette question du détachement. Et c'est pareil, donc il y a toujours cette difficulté à élaborer des stratégies gagnantes
en particulier sur le détachement. Donc on a l'exemple que tu évoquais évidemment sur la question des travailleurs sans papier de ces grèves, mais ça a été une stratégie gagnante au long cours qui a été longue à mettre en place. Tu évoquais aussi les stratégies prud'homales tout à l'heure. Effectivement, en particulier pour le détachement, les temporalités des temps juridiques pour des gens qui sont là pour des temps très courts, quelques mois au maximum. Voilà, est-ce que la question qui se pose pour ces travailleurs, travailleuses, c'est voilà, est-ce qu'on reste là à attendre un éventuel jugement et de faire valoir ses droits. Donc généralement c'est pour des séries de fraudes diverses et variées qu'on attaque au prud'homme. Mais est-ce qu'on va attendre voilà, le jugement rendu et donc pour éventuellement voilà, recevoir des sommes, mais ça veut dire qu'on attend donc sans emploi évidemment, puisque nécessairement voilà, la relation de travail est rompue dès lors qu'il y a poursuite et qu'il y a conflit. Et donc vous voyez que inversement, il y a d'autres stratégies qui vont être plus celles de l'ordre du conflit, mais c'est la même chose, les temporalités, construire des grèves et des rapports de force avec des travailleurs qui vont, qui viennent, qui peuvent se faire renvoyer du jour au lendemain, qui ont la pression voilà, de se faire renouveler ces missions de travail sur le territoire. C'est extrêmement compliqué dans ces formes-là, en particulier du détachement. Je pense que la présence continue des travailleurs sans papier a aussi voilà, une spécificité qui permet de construire différemment les stratégies de conflit. Mais voilà, tu pourrais sans doute en dire plus, mais sur la question des travailleurs sans papier, c'est un peu la même chose. Il y a des logiques, quand on est dans des logiques... Donc pour situer, je tenais aussi participer aux permanences de travailleurs sans papier avec Jean Albert sur le 93. Quand on est dans des logiques uniquement de suivi individuel de dossiers pour essayer de déposer des dossiers en préfecture à partir d'un certain nombre de critères qui sont ceux de la circulaire Valls, c'est extrêmement difficile, extrêmement chronophage pour des résultats assez maigres, in fine. Pour diverses raisons, alors que effectivement quand on rentre dans des conflits, des grèves, des conflits coordonnés, non seulement c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, mais en plus on tord ce qui est en fait du droit gris, hein, parce qu'une circulaire c'est pas vraiment du droit, mais on améliore les critères de la circulaire Valls très largement, c'est-à-dire les critères sont bien plus favorables en cas de conflit du travail. Donc effectivement, on voit bien que si juste l'usage du droit ne s'accompagne pas d'une stratégie de conflit et de construction d'un rapport de force, en réalité, voilà, c'est bien trop limité. Alors, juste je pense que pour continuer vraiment sur cette idée, et donc pour parler du travail détaché plus spécifiquement encore, hein, je reviens là-dessus, moi je travaille principalement sur ça et c'est de ça que je vais parler, et donc en fait de s'interroger sur l'utilisation du droit, et donc pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire je vais plus parler de la manière dont on peut construire le droit par le rapport de force plutôt que par l'utilisation des droits existants de façon plus individuelle. Et pour ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui fait aussi écho à ce que tu as dit tout à l'heure, Fred, qui est cette question que là, on est en train de parler d'un statut, donc soit les travailleurs omis, soit le travail détaché, qui est un statut qui, par le droit, crée une forme de minorisation, qui crée la segmentation sur le marché du travail. Donc le droit en lui-même crée les inégalités, hein, pour le dire clairement. Donc comment utiliser le droit pour défendre le droit des travailleurs, alors même que ce droit crée lui-même ces inégalités. Et ça, je trouve que c'est quand même, on est au cœur de la question, il me semble, sur ces statuts de travailleurs migrants, travailleuses migrantes, pardon, et notamment parce que ce qui est intéressant, donc moi je me suis intéressée un petit peu à ce qui se passait au niveau européen, puisque donc comme je l'ai dit, hein, c'est un statut qui est défini par une législation européenne, qui est négociée au niveau européen par des acteurs qui interviennent au niveau européen, donc à la fois les délégations des États membres, mais aussi des acteurs qui se mobilisent au niveau européen, notamment par exemple
eh bien, les organisations patronales ou les confédérations syndicales qui interviennent au niveau européen et qui négocient donc l'élaboration de ces législations et les évolutions de ces législations. Et ce qui est intéressant, c'est que justement sur cette question du rapport au droit, il y a vraiment un discours politique autour de l'idée qu'il pourrait exister un statut de détaché qui permettrait une mobilité du travail qui soit tout à fait respectueuse du droit et qui ne remette pas en question, qui ne s'accompagne pas d'une concurrence déloyale, en réalité, et qui ne s'accompagne pas d'une diminution des droits des travailleurs. Et que cette bonne définition du statut de détaché serait en fait... on définirait cette bonne définition du statut détaché de telle sorte que la fraude serait impossible. En réalité, en creux, le discours, c'est à cause de la fraude qu'il y a des abus et que ce statut crée des inégalités, crée de l'infradroit. Alors même que l'analyse que nous on fait en tant que sociologue du travail, en tant que politiste, c'est plutôt que le statut en lui-même crée ces formes de segmentation sur le marché du travail. Donc tout ce discours sur ce qu'il faut faire, c'est lutter contre la fraude, eh bien, il est porté, il traverse complètement tous les acteurs qui interviennent au niveau européen pour transformer le droit. Et notamment, donc, c'est ce que tu disais bien au tout début, c'est que quand on regarde l'évolution du droit européen, ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir de la législation de 96, en 2014, en 2018, on voit à chaque fois que, eh bien, on rajoute des droits à ces détachés. C'est-à-dire qu'on tend, on n'y est pas du tout, mais on fait semblant, je dirais, mais en tout cas, on fémine de tendre vers une égalité entre les personnes qui ont un contrat local, un contrat national, et les personnes qui sont détachées. Et donc il y a bien cette idée que, eh bien, on va construire le droit en renforçant ce statut, alors même que le statut lui-même, il crée cette différence. Et donc ça, c'était juste pour vous donner un peu cette idée que les choses se jouent à différents niveaux, et se jouent à des niveaux locaux, comme on en a parlé tout de suite, et c'est très très important, et les choses se jouent aussi à d'autres niveaux, au moment de l'élaboration et de la construction de ce droit qui est tout le temps en évolution, qui change constamment. Et pour une meilleure compréhension justement de ces rapports de force qu'on a évoqués, c'est-à-dire comment le droit se construit aussi dans des rapports de force, il me semble qu'il est très important de rappeler qu'au niveau européen, les forces en présence qui s'opposent, elles ne sont pas exactement les mêmes qu'au niveau national et au niveau local, et notamment parce que, au niveau européen, la tension qui va traverser tous ces acteurs, c'est d'un côté la défense de la liberté de circulation des services, et de l'autre côté, la défense du droit des travailleurs. Et toute amélioration de la situation des droits des travailleurs est perçue comme un obstacle à la liberté de circulation des services. Et donc, ce clivage-là, il est complètement... Il va se retrouver dans les clivages entre les acteurs. On a Business Europe d'un côté, donc organisation patronale qui va défendre la liberté de circulation des services, et de l'autre côté, ETUC, donc European Trade Union Confederation, donc la Confédération européenne des syndicats, qui va qui va essayer de faire avancer le droit vers donc le respect des droits des travailleurs. Et donc, c'est aussi intéressant de voir comment, à différentes échelles, se jouent ces rapports de force et quelles sont les forces en présence pour comprendre comment, justement, va évoluer ce droit. Juste pour une petite idée là-dessus, c'est qu'il ne faut pas non plus confondre, même quand ça va au bout des procédures, une victoire juridique peut se solder par une défaite économique et une défaite humaine terrible. La preuve en est l'affaire Laboraltera. Depuis 2017, cette entreprise de travail temporaire est condamnée. Les gérants ont écopé de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Les salariés ont reçu 14 000 à 17 000 euros chacun, 5 salariés, au titre du dédommagement. La MSA a été aussi créditée de plus de 3 millions d'euros pour les cotisations non reçues en France. Pour autant, qu'est-ce qui se passe? Derrière, c'est très simple. L'ETT organise, l'entreprise de travail temporaire organise son insolvabilité en Espagne, pli boutique, redressement judiciaire. Derrière, au titre de la responsabilité solidaire, l'entreprise utilisatrice de la main-d'œuvre pourrait, de manière solidaire,
venir en paiement des salaires de l'ETT qui est défaillante. Néanmoins, que se passe-t-il? Elle ne le fait pas parce qu'elle aussi organise son insolvabilité et elle aussi ferme. Et derrière, dernier élément, le régime de garantie, les AGS, le régime de garantie de paiement des salaires qui viennent se substituer normalement à la défaillance de ces employeurs-là, n'y va pas parce qu'elle dit « nous venons qu'à titre subsidiaire dans la procédure » et tant que nous n'avons pas la preuve que le liquidateur judiciaire en Espagne ne peut pas opérer le paiement des salaires qui, de surcroît, est garanti en Espagne par le versement d'une garantie financière auprès d'un organisme bancaire en Espagne pour le permettre, on ne fera pas ces salaires. Moyennant quoi, deux lanceuses d'alerte aujourd'hui sont placées en longue maladie dans une situation de précarité sociale et économique invraisemblable. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Je vous propose qu'on clôture ici cette dernière session de la conférence internationale de l'ICM pour laisser la parole à François Héran qui va clôturer ces 2 journées. Merci. Bien, écoutez, il est difficile de conclure un ensemble aussi riche, aussi foisonnant de contributions. D'abord, je tenais à remercier les personnes qui ont persévéré jusqu'à ce moment de notre conférence. Ça n'était pas, sauf au tout dernier moment, on n'a pas fait beaucoup de références à l'actualité parce qu'effectivement, le travail de l'Institut Convergence Migration, c'est aussi, et d'abord, je dirais, un travail de fond dans toutes les disciplines. On a un travail de fond en économie, en histoire, en anthropologie, etc. On s'intéresse à des pays parfois très lointains ou à des histoires très lointaines. Je ne sais pas, cet épisode de la décolonisation qui est la fermeture du canal de Suez et comment on reclasse les personnels du canal de Suez qui étaient effectivement très nombreux mais qui étaient des migrants, et notamment des migrants français mais pas seulement. C'est quelque chose qui peut-être nous paraît éloigné de nos réalités, mais en réalité, c'est ce qui est formidable dans cet institut, c'est que les différents départements travaillent ensemble, les projets de recherche que nous lançons rassemblent des chercheurs de différents départements, et finalement, comme on le voit dans la revue De facto, nous nous engageons aussi, et nous nous engagerons de plus en plus sur les questions qui nous apportent aujourd'hui. Je suis très content que ce colloque ait pu s'achever sur une analyse de la situation présente, une analyse qui ne tombe pas ni dans le technicisme, ni dans le démographisme, ni dans le juridisme, mais qui rappelle qu'une société évolue aussi par des rapports de force, par des tensions, par des contradictions qu'il faut pouvoir effectivement traiter de front aussi bien dans la recherche que dans le travail social et le travail politique. On nous demande souvent, mais comment les chercheurs peuvent-ils s'engager? Alors, vous savez, il y a tout un mouvement, le mouvement anti-woke, etc., où on voit de nouveaux militants qui militent contre le militantisme, notamment dans la recherche. Je suis désolé, mais lorsqu'on travaille sur la question des migrations, on se trouve dans une arène où ferraillent des quantités d'acteurs. C'est ce que j'ai expliqué récemment dans un petit article que la revue des sciences humaines et du CNRS m'a demandé. L'engagement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'engagement des chercheurs? Est-ce qu'il y a un devoir de réserve? On a évoqué ça tout à l'heure un peu discrètement. Est-ce que, quand je dirigeais l'Institut national d'études démographiques ou même la division des enquêtes démographiques à l'INSEE, j'avais une doctrine qui était un peu simple, qui était assez simpliste, qui consistait à dire écoutez, nous les chercheurs, nous les statisticiens, on travaille, on produit des données, on essaie de le faire le plus honnêtement possible, puis on dépose ça au carrefour de la société où ces choses-là seront ramassées par les acteurs publics. On va donc alimenter le débat, mais on ne va pas le trancher. Et j'ai quitté cette position un peu simpliste, cette évolution cette conception de la division du travail, et parce que en réalité, nous avons affaire, mais dans toutes les disciplines, les démographes ont affaire à des acteurs politiques qui se piquent de démographie, qui font de la démographie. Les géographes ont eux aussi affaire à des gens qui ont fait de la géographie, qui ont influencé le management et ont
se retrouve avec de la géographie cristallisée quand on travaille avec les territoires. Les historiens, c'est pareil, on se retrouve avec des constructions mémorielles qui s'inspirent soi-disant de l'histoire, etc. Donc en fait, la recherche se retrouve sans cesse. Elle ne travaille jamais sur un domaine pur, elle se retrouve sans cesse avec eh bien, des états de la recherche parfois passés, parfois dépassés, ou contradictoires, et il faut faire avec. On n'a jamais affaire à un objet pur, on a affaire à un objet qui a déjà été travaillé par des disciplines ou par des simili-disciplines du passé. Et du coup, nous sommes dans un monde assez compliqué, où il y a deux forces de sens contraire qui travaillent. Il y a les fake news, qui ont pris un développement extraordinaire, et puis il y a le fact-checking. Et vous savez que l'Institut Convergence Migration héberge une association qui est une alliance de jeunes journalistes et de jeunes chercheurs qui essaient justement de faire du fact-checking, c'est-à-dire de répondre, de remettre les choses en place, de rétablir les ordres de grandeur. Et voilà, lorsque quelqu'un nous dit la France est le premier pays d'Europe, nous sommes le champion d'Europe par la demande d'asile, et que vous faites le travail absolument essentiel et banal de ah oui, mais rapporter à la population qu'est-ce qui se passe, et que là vous montrez que la France n'est pas du tout au premier rang, n'est pas du tout au second rang, et qu'en réalité toute une politique qui consiste à vouloir réduire drastiquement la demande d'asile sous prétexte que nous serions en tête de la demande d'asile en Europe, ben, se trompe gravement. Et donc c'est vrai que ça fait partie de notre travail. Moi, par exemple, j'ai montré que j'ai rappelé que les Allemands avaient accueilli 16 fois plus de Syriens que les Français, et que rapporté à notre population, rapporté à tous les Syriens déplacés externes qui avaient réussi à déposer une demande dans l'espace économique européen, ben, nous n'en avons pris que 4%, alors que l'Allemagne en a pris plus de 50%. Que c'est la même chose pour les Irakiens, que c'est la même chose pour les Afghans. Là, on a pris 8%, on a fait un effort, mais enfin, les Allemands en ont pris quasiment 40%. De tous ceux des déplacés externes qui ont réussi à déposer une demande d'asile alors, pris, ça veut simplement dire enregistré. Hein. Je fais l'hypothèse que les déboutés restent tous, qui est une hypothèse maximaliste, pour pouvoir répondre à un certain nombre d'objections. Donc oui, rétablissement des ordres de grandeur, même pour les Ukrainiens. Nous n'avons accueilli à peu près que 5% des Ukrainiens qui ont réussi à bénéficier d'une protection temporaire en Europe, parce qu'ils sont allés là où il y avait les diasporas, et il n'y avait pas de diaspora ukrainienne en France, quasiment pas. Donc ça, c'est un travail de rétablissement des faits, de rétablissement des ordres de grandeur, mais il faut établir le lien aussitôt avec tous les discours politiques qui prétendent s'appuyer sur des données. On a maintenant des débats politiques qui, de plus en plus, allèguent des chiffres, allèguent des données, etc. Et donc, notre travail fait partie s'inscrit dans cette optique. Mais ce qui a été très bien dit dans la table ronde qui vient de s'achever, c'est aussi la nécessité non seulement d'un fact-checking statistique, mais d'un fact-checking, je dirais, juridique. Et alors, je ne vais pas parler ici de tout ce qu'on raconte sur le droit européen, le fait que le droit européen nous conduirait mécaniquement à accepter de force la migration familiale. C'est complètement faux. Le droit européen est beaucoup plus coulant que ça et ménage des espaces extrêmement ouvert, enfin d'appréciation aux différents États. Et les juristes qui connaissent la question du droit européen considèrent au contraire, déplorent au contraire que la jurisprudence européenne soit tellement bienveillante par rapport aux actions de l'État. Mais là, il y a quelque chose d'encore nouveau, c'est cette formidable hypocrisie que vous avez dénoncée à plusieurs niveaux. C'est le fait que finalement, comme ça a été très bien dit, non seulement les employeurs, non seulement la classe politique, mais aussi, d'une certaine manière, la société tout entière, s'accommode très bien de tous ces travailleurs sans papier qui travaillent dans des conditions épouvantables, à qui on inflige des extras complètement extravagants, comme le montrent les extras extravagants. Bon, j'ai pas fait exprès de faire le jeu de mots, mais comme le montre très bien le documentaire que Julia Pasquale a fait récemment et qui sera bientôt projeté sur Arte, avec toute la difficulté pour la CGT, qui en l'occurrence s'occupait de ce dossier, d'établir la réalité des heures de travail
quand elles sont essentiellement fondées sur une accumulation d'extra. Donc là aussi, on s'accommode de tout ça. Et j'avais été très frappé par le fait que lors du débat sans vote à l'Assemblée nationale, M. Dupond-Moretti, dans son style très spécial, mais qui de temps en temps a des éclairs de génie, il faut le reconnaître, interpelle les membres de l'Assemblée en disant « Mais lorsque un chauffeur de VTC vous conduit, est-ce que vous sortez de la voiture précipitamment si vous apprenez que c'est un sans-papier ? Est-ce que vous quittez le restaurant si vous apprenez que dans la cuisine travaillent des sans-papiers ? Est-ce que, etc. » Bon, et il énumérait comme ça 4 ou 5 situations. Oui, on vit dans une sorte d'hypocrisie, et là aussi, ça fait partie du travail de recherche. C'est pas de la morale, c'est parce que, pour reprendre un débat en cours qu'on a essayé maintenant d'étouffer, hein, moi je pense que c'est Elisabeth Borne qui a recadré Emmanuel Macron et pas l'inverse. Je pense que c'est pas parce qu'on ouvre les frontières qu'on fait de la morale, et parce qu'on les ferme qu'on fait de la politique. C'est pas en durcissant des dispositions qu'on ferait vraiment de la politique responsable et en étant accueillant qu'on ferait de la morale. Tous ces gestes, quels qu'ils soient, de fermeture ou d'ouverture, d'inclusion ou d'exclusion, sont à la fois politiques et moraux. Je crois que c'est ça qui est très important de faire, pour clarifier le débat. J'ai été très frappé de voir que, par exemple, la droite sénatoriale, reprenant le projet Darmanin, a eu cette idée extraordinaire. Il ne faudra plus attendre 1 an et demi pour que le rapprochement, le regroupement familial soit permis, pour que les conjoints se rapprochent, que les parents se rapprochent des enfants. Non, il faudra 2 ans. À quoi ça rime d'ajouter 6 mois supplémentaires de séparation entre les conjoints? À quoi ça rime d'ajouter 6 mois de séparation supplémentaires entre les parents et les enfants? On sent là que la mesure est purement symbolique, qu'elle a un côté de brimade à l'état pur, mais surtout finalement qu'au-delà de cette réflexion que je peux faire, il y a une méconnaissance complète des conditions réelles de la situation des travailleurs, des sans-papiers, des mécanismes de décision qui les ont conduits là où ils sont actuellement, de la façon dont les employeurs procèdent à leur égard, etc. Il y a dans notre débat public une sorte une déconnexion vis-à-vis de la réalité, qui consiste d'ailleurs constamment à faire de la morale. Je me souviens de m'être retrouvé sur un plateau télévisé face à une sénatrice bretonne LR qui me disait « Mais enfin, régulariser, c'est pas possible, l'État récompenserait la fraude ». Et elle était convaincue qu'il y avait 2 espèces d'humanité, celles qui respectent les règles et celles qui ne les respectent pas, alors qu'on voit, et c'est ce que votre table ronde a parfaitement montré, à quel point, que ce soit pour la question des emplois détachés ou la question des sans-papiers, eh bien en fait, des quantités d'acteurs jouent complètement avec les règles, s'en servent, les méprisent royalement, et là encore continue d'entretenir cette hypocrisie. Donc oui, notre travail de chercheur, c'est un fact-checking statistique, c'est un fact-checking juridique, et c'est aussi un fact-checking indissociablement, inséparablement moral et politique. Et je suis très heureux que notre conférence ait pu aller dans cette direction. Merci.